Mais je voudrais quand même creuser le temps d'une explication de 4-5 minutes. Théoriser, donner mon point de vue. Après tout, qu'est-ce que je risque? Rencontrer des gens intéressés par ma chaîne? Probablement. Salut à vous, c'est Grisome. Aujourd'hui, on va parler test de quotient intellectuel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais expliquer comment et surtout pourquoi on en est arrivé à mesurer ce fameux QI. Avant de commencer, j'aimerais dire que je ne donnerai pas de définition de l'intelligence, tout simplement parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Je précise également que je ne traiterai que du cas de la France. Enfin, plus ou moins. Historiquement parlant, on déterminait l'intelligence grâce à l'observation du comportement. Cette vision des choses n'a jamais vraiment été remise en question jusqu'à la fin du XIXe siècle. En effet, la problématique de l'intelligence n'est réapparue qu'après l'instruction obligatoire. Et là, je vais faire une petite aparté historique pour bien visualiser le contexte. Jean Massé, qui était un enseignant et un homme politique, crée en 1880 la Ligue de l'enseignement. Cette ligue se battait pour l'instauration d'une école gratuite, laïque et obligatoire. C'est le 28 mars 1882, soit 2 ans plus tard, qu'est votée la loi Jules Ferry rendant l'école obligatoire et gratuite. La séparation de l'Église et de l'État, elle, se fait le 9 décembre 1905 à l'initiative du député Aristide Briand. Et là, je fais une petite aparté biographique parce qu'Aristide Briand, c'est pas n'importe qui. Il est né le 29 mars 1862 à Nantes et mort le 7 mars 1932 à Paris. C'était un homme politique, diplomate et avocat qui a été nommé pas moins de 11 fois président du Conseil et 26 fois ministre sous la Troisième République. On comprend mieux pourquoi une telle loi est passée. Plus tard, en 1926, Aristide Briand reçut le prix Nobel de la paix pour son action en faveur de la réconciliation France-Allemagne. Et ça n'a rien à voir avec nos tests de QI. Enfin bref, reprenons. À la suite de tout ce remue-ménage historique, c'est-à-dire que l'école est devenue gratuite, laïque et obligatoire, on a pu remarquer qu'au niveau de l'éducation, certains enfants étaient plus ou moins en difficulté par rapport aux autres. C'est exactement de là qu'est né le premier test de quotient intellectuel, ou plutôt son ancêtre. En gros, on a demandé à Alfred Binet, un psychologue et pédagogue, d'élaborer un questionnaire permettant de repérer les enfants en difficulté. Et là, je suis obligée de dire qui est Alfred Binet parce que c'est vraiment le pilier fondateur des tests de QI. Il est né le 8 juillet 1857 à Nice et mort le 18 octobre 1911 à Paris. Il est le fils d'un médecin et d'une artiste peintre. 6 ans après l'obtention de sa licence de droit, il démissionne de son boulot pour se consacrer à la médecine. Même s'il ne termina pas ses études, il prit des cours de psychophysiologie et de clinique psychiatrique. C'est comme ça qu'il est devenu directeur du laboratoire psychophysiologique de Paris. Et comme ça aussi qu'on lui demanda de faire le questionnaire. Enfin bref, s'ensuivit le premier test de quotient intellectuel en tant que tel, élaboré par Alfred Binet et un de ses collègues, Théodore Simon, en 1905. On parle du test Binet-Simon, le tout premier. Ce test mesure en réalité ce que les deux chercheurs appellent l'âge mental. Pour faire simple, si vous aviez 10 ans et que vous saviez répondre aux questions correspondant à un enfant de 13 ans, on calculait votre QI à peu près comme ça. Votre âge divisé par l'âge que vous auriez dû avoir pour répondre aux questions. Donc ici, 10 divisé par 13 et ça nous donne 1,3 et on fait x 100 pour se donner un peu une idée. Ça fait un QI de 130. Ce test connut un succès fulgurant en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Et c'est un chercheur qui s'appelle Lewis Madison Terman qui s'empara du test et de ses données. Si le test Binet-Simon arrivait très bien à détecter les enfants en retard, en revanche,
ceux qui arrivaient à répondre à toutes les questions étaient laissés de côté. Binet les appelait les surnormaux, et c'est à eux que va s'intéresser Terman. Il publiera le test Stanford-Binet en 1916. Et là, je vais faire aussi une petite aparté biographique pour expliquer pourquoi il s'appelle Stanford-Binet. Lewis Madison Terman est né le 15 janvier 1877 et mort le 21 décembre 1956 aux USA. Après un doctorat en psychologie à l'université Clark en 1905, il est nommé 5 ans plus tard professeur à l'université de Stanford, d'où le nom Stanford-Binet. C'est un psychologue et professeur d'université qui a eu un parcours relativement classique. Donc, Terman s'est intéressé aux surnormaux de Binet, qu'il nommera enfants à haut potentiel intellectuel. Il commença une longue étude sur ces enfants, Genetic Studies of Genius, à partir de 1921 et publiera en 1922 A New Approach to the Study of Genius, puis une révision du test en 1937. C'est en 1939 qu'apparaît le premier test Wechsler-Bellevue. Il y en eut pas mal d'autres et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir par vous-même. Et je vais tout de même rappeler que cette soudaine recrudescence des tests de QI n'a rien d'hasardeux puisque nous sommes en effet dans un contexte de guerre et de sélection par l'armée. Ce n'est d'ailleurs que bien plus tard, en 1958, qu'est publié Wechsler Adult Intelligence Scale Classification. Il y a eu encore toute une tripotée de tests et aujourd'hui, les psychologues français ont plutôt opté pour le test Wechsler 4 apparu en 2008, autrement nommé WAIS 4 pour Wechsler Adult Intelligence Scale 4e version. Eh bah, si vous n'êtes pas calé sur l'histoire des tests de QI avec ça, enfin bref. Je ferai une prochaine chronique consacrée uniquement aux tests de QI actuels une prochaine fois. J'ai laissé pas mal de liens en description sur ce qu'a fait Aristide Briand ou sur les tests que je n'ai pas cités, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Laissez un pouce et votre avis en commentaire. Quant à moi, je retourne me coucher. Allez, à la prochaine, c'était Grézone.